Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur ? C'est long. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Mais en même temps, Pour enclencher la seconde. On est passé à 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais comment t'as fait ça ? On demande à des fondateurs de faire un tour de magie. en 30 minutes, j'ai pu convaincre quelqu'un de mettre un demi-million dans ma société. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de... Écoutez le podcast Comment t'as fait. Bon programme. Bonjour les entrepreneurs, on est déjà à la veille de Noël et j'ai un beau cadeau pour vous. Cette semaine, je vous partage les moments qui vous ont le plus marqué des épisodes Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs en 2024, que ce soit en audio sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast ou encore en vidéo sur LinkedIn, YouTube, Instagram et TikTok. Si jamais vous les avez manqués, c'est le moment pour vous de les redécouvrir. Mes invités y parlent évidemment d'entrepreneuriat, de gestion, d'inspiration, de dépassement de soi, de décisions difficiles et aussi de parcours atypiques. François Carayol, ex-directeur général adjoint de Canal+, aujourd'hui à la tête de La Brosse et Dupont, qui réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous explique comment il a repris et redressé l'entreprise. Bénédicte Perrault, fondatrice de Vidiamo avec sa fameuse poussette limo, nous explique sa résilience. Ou encore Mathieu Escande qui nous explique comment il est passé de Sciences Po au chocolat, avec le chocolat des Français. Alors évidemment, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont aujourd'hui à l'honneur dans ces extraits à haute valeur ajoutée. En écoutant cet épisode, que vous souhaitiez entreprendre ou faire passer un cap à votre entreprise, vous allez gagner non pas des années, mais des dizaines d'années d'expérience entrepreneuriale. Alors que vous soyez en train de courir, de cuisiner, de vous préparer dans la salle de bain ou bien dans les transports, ouvrez bien grand les oreilles pour un maximum de valeur. Dernier point, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter Comment t'as fait, faites-le maintenant, c'est ça, passer à l'action. Et ainsi, je vous enverrai chaque semaine les meilleurs conseils d'entrepreneurs. Joyeux Noël à toutes et tous. C'est parti pour les moments les plus marquants de Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs en 2024. À très vite. Il est doué au téléphone. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on te le raconte, tu dis que la vie est facile. Même si tu vois, on rentre Carrefour, Donc c'est simple comme ça. on veut faire un livre, on appelle Flammarion, on rentre chez Colette. Tu vois, la vie est belle. Bon, ça nécessite quand même 2-3 petits... Justement. je sais pas comment dire, tu vois, mais disons que quand on a une idée, tu vois, j'aime bien la tenir, et si c'est pas, tant que c'est pas fait, ça me pose des problèmes. Je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Par contre, éventuellement, il y a eu des périodes où je ne le savais pas. Je pense qu'il y a eu une période de ma vie où je ne le savais pas. Et puis une période de ma vie à partir de laquelle c'est devenu une évidence. D'accord. Postulé, je me Ouais. souviens très bien, j'ai fait, donc il fallait que je fasse une étude de marché et un business plan. Je savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai fait ça comme si j'étais un journaliste en fait. Donc j'ai fait une énorme enquête sur le garde-meuble, le self-stockage, avec des chiffres dans tous les Mais sens. ça t'a aidé aussi. J'ai quasiment peut-être cette écrit un formation. bouquin, quoi. Ouais. Je suis arrivée, les mecs, ils avaient jamais vu ça. Dans Voilà. un détail peut-être. Ouais, mon BP était totalement faux, j'étais rentable en 6 mois. Non, mais bon. ça, nous, c'est pareil. On en Entre le reparlera. BP qu'on a fait au moment où on a gagné le concours étudiant de création d'entreprise qui a fait qu'on s'est lancé derrière et les mois qu'on suivi, ça n'avait rien à voir. C'est quand même un peu un sport de haut niveau d'être entrepreneur. Et donc, en gros, comme tout sportif de niveau, il faut un peu codifier ta vie pour savoir en fait bien gérer. Et notamment quand c'est un sport d'équipe en plus, parce que tu as un associé Oui. et parce que ton associé, il est important dans... Et je pense qu'on se rejoignait déjà sur cette volonté de faire une certaine ambition, tu vois, un truc un truc qu'on voulait faire qui nous dépasse un peu. Et c'est vrai que là-dessus, on était peut-être un peu en marge par rapport aux autres, ou en tout cas, quand on pouvait en discuter, lui et moi, les autres camarades, ils suivaient pas Ils forcément la disaient, discussion, ils disaient, qu'est-ce qu'ils mais qu'est-ce qu'ils racontent Ils ont 16 ans, tu vois. Ok. On était trop ambitieux pour notre Jusqu'au jour où, du coup, avec un manager, ça s'est un peu mal passé, en évaluation notamment, et jusqu'à me dire des choses un peu limites. On m'a parlé de plafond de verre que je ne pouvais pas briser. D'accord. On m'a parlé de choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que à la fois, j'ai compris parce qu'il y avait des remarques qui étaient assez constructives. Et c'est vrai que c'était en lien avec, du coup, les problèmes que j'avais depuis toute petite. Mais du coup, ça m'a quand même touchée. Et ça a touché mon ego. Donc, il y a eu un premier déclic où je me suis dit, OK, il faut que tu prennes ton destin en main parce que du coup... Ça a été moteur finalement pour toi. ça a été C'est ce que hyper t'exprimes. moteur. C'est l'une de nos plus grosses erreurs, c'est qu'on a délégué, on a délégué, mais on s'est trop désengagé en fait de ce qu'on avait délégué. Et déléguer, c'est pas se désengager de quelque chose, parce qu'on doit quand même venir challenger les gens à qui on a délégué, et les gens à qui on a délégué doivent quand même nous reporter, et on doit être là pour qu'ils nous rendent des comptes. Souvent, quand on pense start-up, on se dit
Ok, mais il faut qu'ils aillent vite, qu'ils fassent vite une levée de fonds et qu'ils arrosent un peu partout, et même mondialement. Et là, toi, tu as une approche, et tu l'as dit, tu as dit selon nos ressources. Et c'est intéressant aussi de voir qu'on n'est pas tous des startups avec des millions. Enfin, moi, mes entreprises ne sont pas des startups qui ont levé des fonds. Et donc, on peut aussi construire de manière pérenne, ou en tout cas y aller par étapes et se dire, ok, bon, bah là, moi, je veux valider ça auprès d'un secteur et concentrer mes efforts plutôt que de m'éparpiller partout. Et dire, si ça marche sur cette niche et ce segment, que c'est validé, là, je pourrais investir ou je pourrais aller passer à une levée de fonds. Exactement. Donc ça, c'est votre approche. Tout à fait, en fait. D'accord. Donc jusque-là, les levées de fonds, c'est pas pour tout de suite. Et puis, on veut aussi conserver pour l'instant un maximum d'indépendance. Donc, on y va par étapes. On valide progressivement chacune des étapes. Le plus gros conseil, c'est toujours d'arriver à prendre du recul et de ne pas se noyer dans l'opérationnel. Je pense qu'on l'a fait. En fait, on s'en rend très très vite compte, surtout quand la boîte grossit. Se noyer dans l'opérationnel, on se retrouve vite en fait avec un chiffre qui stagne et avec plus rien qui se passe. Et c'est le pire truc qui peut arriver. Donc il faut savoir s'entourer de personnes et déléguer aux personnes pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Après le confinement, il y a quand même eu tous les bureaux de Paris, on va dire, qui étaient vides. À peu près, et donc tous les directeurs immobiliers ou directeurs financiers se sont dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Et donc tout le monde s'est posé la question et c'était plutôt une opportunité. Et comme nous, on était déjà un positionnement sur l'humain, enfin sur le fait que le bureau, c'est un outil RH, on était plutôt très bien placés par rapport à notre concurrence qui était plus forte sur le plan technique ou sur le plan même du design. Là, c'était pas. Il faut avoir beaucoup de culot, c'est-à-dire aussi, faut pas avoir peur du non et de dire j'ai pas de réponse. Et de se prendre des bâches. Les gens, ils te disent oui, bon, merci, c'était sympa de vous rencontrer. Vous avez l'air sympa, mais on n'a rien à vous proposer. Et ça a été vraiment, je pense, il y a eu au moins une centaine, 200 rendez-vous comme ça où. Bon, aujourd'hui, je vais aller rencontrer eux, ça sera peut-être le brief de l'année. Et ben non, c'était pas cette fois-ci. Et puis du coup, t'y retournes. Et il y a un truc un peu boulimique. Et en fait, vraiment, son ego, il prend un coup. Et quand tu commences et que t'as pas de projet, pas de référence, pas de vraiment d'équipe, et du coup, tu espères énormément avoir ce projet, ton interlocuteur, il le sent et aussi, c'est pas toujours évident. Et ça a duré quand même bien 2 ans. D'accord. Où on est dans ce rapport-là. Devant un produit de luxe, que ça plaise ou pas, le champagne est un produit de luxe. Et tu peux pas livrer, j'ai rien contre les autres produits, mais je dirais encore plus celui-ci, tu peux pas le livrer brutalement, tu peux pas le mettre derrière le portail et dire à la personne, je vous l'ai posé derrière le portail. L'ouverture, ça doit être une expérience. Ça doit être une expérience, donc tu dois le remettre gentiment. Tout simplement parce que le jour où on a voulu le déposer, on s'est rendu compte que quelqu'un l'avait déposé la veille. Donc communiquer sur une marque sans la déposer, c'est dangereux. Donc c'est un conseil que je vous donne. Allez voir peut-être la marque avant. Sur la base INPI, allez voir ce qui est déjà pris ou pas pour pouvoir déposer le montant. Mais c'est surtout qu'on avait déjà communiqué sur cette marque avant de la déposer. Et évidemment, je l'ai éteint, mais quand un client appelle pour signaler quoi que ce soit, ça arrive sur moi. Et bien sûr, parfois des gens que je ne peux pas répondre, mais c'est moi qui rappelle. Parce que voilà, je suis seule pour ces tâches-là. Et ce n'est pas grave, parce que j'adore répondre aux clients, leur donner le renseignement. J'ouvre le site, le jour même, j'ai une première commande. Qui n'étaient pas tes proches ou... Rien, personne. Voilà, donc je ne sais même pas. Non, mais t'as raison. C'est une bonne question. Souvent, c'est un peu le cas. T'as raison. J'ai fait la même chose moi avec les NFT ici, parce que j'ai interviewé un spécialiste de NFT qui me dit ah oui, fais ton NFT. Je le fais, paf. Dans les premiers jours, t'as des achats, tu dis mais d'où ils viennent? Qui êtes-vous? On se connaît pas. Vous achetez ça? Bon, ok, assez surprenant. Mais d'un autre côté, tu dis ah c'est bien, ça valide peut-être quelque chose. Il faut peut-être certaines qualités ou un niveau de résilience, tu vois, comme je disais tout à l'heure, un petit côté riscophile, pardon, lapsus. Riscophile, c'est justement, c'est surtout peut-être, alors tu vois, je réfléchis en même temps que je te parle, mais surtout peut-être ne pas s'attacher au statut, mais être conscient de son devoir quand tu es entrepreneur. Tu vois. En fait, tu es responsable de beaucoup de choses quand tu es entrepreneur. Tu es responsable des gens, tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable de ce qu'on met chez toi en tant en argent. Prendre la responsabilité. Ça a l'air d'intéresser quelques personnes et maintenant il faut enclencher la seconde en se disant on va le vendre à des gens, on va trouver le secteur à qui on peut le vendre. Et donc là on est rentré dans une pure démarche commerciale et on s'est dit on va identifier tous les gens qui pourraient être intéressés par ça et on a commencé à aller voir des cabinets de recrutement, des entreprises plutôt internationales. Donc ça a mis un peu de temps, quelques personnes qui commencent à effectivement acheter, à être contents du produit. Et puis petit à petit, on est arrivé finalement au bout de 3 ans à se dire, en fait, quand on regarde rétrospectivement nos clients,
C'est même pas nous qui avons finalement fait cette analyse a priori, c'est juste rétrospectivement, on s'est dit, bah tiens, en fait, dans nos clients, il y en a 50%, c'est plutôt des call centers, en tout cas de la relation client. Mais en fait, c'est ça, c'est à ces gens-là qu'on doit vendre. Parce que dans ma vie professionnelle, j'étais arrivée à un stade où, pour la petite histoire, je suis ingénieure en environnement, donc je me suis lancée dans une carrière pour protéger l'environnement. Et ma carrière m'a amenée de poste en poste à travailler en Arabie Saoudite, à construire des usines de dessalement d'eau de mer au milieu du désert. Gros problème d'alignement de valeurs. Je me sentais plus trop du tout alignée avec ce que je voulais faire au départ. Et donc à la fois, ce désalignement dans ma vie professionnelle qui faisait que j'étais plus trop à l'aise avec ce que je faisais. Et en face, de voir mes amis qui montent une boîte qui a énormément de sens, de valeur ajoutée, qui crée quelque chose qui a du sens pour la planète. Par contre, si tu regardes comment je passe de la première marche, puis la deuxième, et marche après marche, de réussir à grimper, puis à un moment tu te retournes, tu te dis, tiens quand même, on a fait un petit bout de chemin, on n'est pas encore en haut, il reste beaucoup à faire. Et donc c'est à la fois d'avoir cette ambition et de savoir ton cap, savoir où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de faire réellement. Et ensuite, en tout cas pour nous, de rentrer assez dans le détail et d'être, en tout cas au début, beaucoup dans l'exécution et dans le fait de faire soi-même. Et je pense qu'un des secrets qui nous a aidé à réussir, en tout cas, c'est d'avoir été... au début, comme tu l'as dit, on était 5, on avait cette particularité, donc on a passé quasiment 1 an avec juste nous 5, avec quelques stagiaires, mais on faisait tout, quoi. Et avec les mains dedans. 30 minutes ou 40 minutes de repas, j'ai pu convaincre quelqu'un de mettre un demi-million dans le capital de ma société. Donc en pitchant ma marque. Et si j'avais été timide, je l'aurais pas fait, j'aurais jamais eu ce nouvel investisseur. Ok. Ouais, complètement. Ok. Mes 2 dernières questions sur le sujet, le deal en soi, c'est qu'est-ce que tu gagnes à avoir vendu ta boîte et qu'est-ce que tu perds ? Je vais répondre d'abord à ce que je perds. Aujourd'hui, maintenant que c'est un peu passé et que j'ai un peu soufflé, j'y perds quand même mon truc qui était à moi et qui malgré tout tournait bien et que j'aurais pu faire grandir encore. J'aurais peut-être toujours un peu ce regret de me dire non mais Camille, t'aurais peut-être dû t'accrocher et continuer à faire grandir encore le truc parce qu'il y avait moyen. Donc peut-être que je m'en voudrais un peu de ne pas avoir su rebondir ou en tout cas trouver les idées tout de suite. Donc ça, en tout cas, je perds quelqu'un qui décide de vendre 5 000 €, ça a un impact en fait directement sur le cours. Et là, tu vas le titre va baisser parce qu'il y a quelqu'un qui veut vendre absolument 5 000 € et qu'il a mis un prix de vente plus faible parce qu'il veut le vendre rapidement. Mais ça se trouve, en fait... ça n'envoie pas le signal que vous pas voulez du à tout, ce moment-là. parce que ça se trouve, lui, il veut juste vendre, parce qu'en fait, il a besoin de refaire sa salle de bain. Le truc de l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été un pur hasard de la vie. Ça s'est fait à un petit déjeuner de networking, où j'ai rencontré un des investisseurs associés maintenant de Sora, qui m'a donné une idée. Je me suis dit... c'est rigolo ce truc-là quand même. Bon, je vais diguer. Et en fait, je suis tombé dans un panneau nul où en fait, le soir, je suis rentré, je me suis dit, moi, je vais regarder. Puis j'ai commencé à diguer. Et en fait, c'est rigolo parce qu'après, du coup, je suis revenu vers cette personne et je lui ai présenté un nouveau modèle qui n'était pas du tout son modèle à la base, en disant, moi, je pense qu'il faut le faire comme ça et je pense que ça marche. Et en fait, il m'a dit, non, mais en fait, tu vas être CEO de cette boîte et tu vas te lancer. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai pris du temps quand même, parce que je suis assez conservateur dans mes approches. Et j'ai pris du temps et je me suis dit au bout d'un moment, si c'est pas moi qui le fais, je me dis que quelqu'un va le faire. Quand on développe un produit et qu'on t'explique que ça c'est pas possible, que cette idée-là n'ira pas, que ça va pas, et que tu dis non, mais j'aimerais bien que, tu finis par te plonger dedans. Tu ouvres, tu fais c'est moche, mais à force de relire, de regarder, de te renseigner, tu finis par apprendre. La plupart des grands groupes, il y a encore peu de temps, ne savaient pas combien ils dépensaient en événementiel d'entreprise. Et on ne parle pas de centaines de milliers d'euros. On parle pour des grands groupes, on parle en millions, voire en dizaines de millions d'euros. Ils n'avaient pas centralisé les achats, en tout cas, ils n'avaient pas monitoré. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle des achats un peu encore sauvages, ou des achats encore non centralisés. Et nous, un de nos jobs, c'est d'expliquer aux grands comptes, aux grosses entreprises, qu'elles peuvent maintenant avoir une compréhension, une visibilité sur cette catégorie, quoi.
Oui, trop de cadres, trop de limites, trop de petits chefs parfois, sur des choses un peu inutiles, trop de prudence. Vous savez, les grandes entreprises, ça ressemble un peu à l'administration. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font carrière. Et pour faire carrière, c'est un peu comme les fonctionnaires. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est le système qui est comme ça. Il faut pas faire de faute. Pas faire de faute. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie du Mikado. On bouge pas, on fait pas d'erreur. Et si on fait pas d'erreur, on monte tranquillement et puis on finit au sommet à la fin de sa carrière. Ça me convenait pas. J'arrive au board et là j'apprends un peu live que finalement ils ont envie de, enfin surtout Ludo a envie de faire, Ludovic Curo donc qui est le CEO a envie de faire autre chose quoi. Enfin ça on découvre un peu ça tous ensemble et donc c'était juste avant l'été et donc lui en gros il veut probablement relancer une boîte mais plutôt dans le secteur des rencontres, enfin faire autre chose. Et donc là c'est un moment un peu de chaos aussi où je me dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'envoie à Stéphane Plaza, Stéphane Bern, parce que j'adore le patrimoine, à des immeubles. Non, pas encore. Okay. Tony Parker, voilà, j'envoie à plein de monde. Et il s'avère que je reçois quand même énormément de positifs en dehors de ces immenses célébrités. Et je vois que un de mes premiers invités, c'est le boss fondateur de Big Fernand, les burgers. À l'époque, c'était le burger le plus livré en Europe. Et il vient me parler de la stratégie IMO du groupe sur le podcast, quoi. Donc je me retrouve à parler 2 heures avec ce gars qui pour moi était inaccessible et grâce au podcast on rend ces rencontres accessibles justement. Moi j'y ai jamais trop cru à ces trucs là. Si on regarde les études, tout le monde regarde Arte. Pourtant, on s'aperçoit que sur les audiences de télé, il y a peu de gens qui regardent Arte. Donc, il y a beaucoup de gens qui, lors des études, ont envie de se convaincre de quelque chose ou dire, voilà, parce que forcément, c'est mieux de dire, je regarde Arte que, je sais pas, TF1 ou C8 ou que sais-je, ou BFM. Mais il y a des biais. Je vais certainement quitter mon emploi, je vais me mettre à 100% parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout voilà, j'ai eu besoin de confronter l'idée aussi au public, de montrer qu'on passait à un nouveau stade parce qu'il y avait des personnes qui me suivaient depuis le tout début et qui se disaient moi ça va jamais voir le jour cette histoire, c'est du pipeau ou voilà mais non j'étais vraiment déterminée et je savais dans ma tête que ça allait voir le jour. Donc j'avais besoin de passer à cette transition. Donc j'ai fait une campagne de crowdfunding Ulule. J'étais pas du tout intéressé pour racheter une usine. J'étais très Startup Nation dans mes bureaux à Bordeaux avec ma team de commerciaux où on mangeait des pizzas à 21h en signant nos devis. On était super bien. Mais c'était mon pain principal de pas arriver à produire. Donc je me suis intéressé à comprendre pourquoi, alors qu'il était bon, il n'y arrivait pas financièrement, pourquoi la boîte ne marchait pas. Et du coup, j'ai raccroché le téléphone, j'ai appelé mon mentor de l'époque, qui était du coup mon patron, qui était le fondateur de Cdiscount et qui était mon patron de l'époque dans mon expérience d'intrapreneuriat. Et je lui ai dit, écoute, il vient de se passer un truc incroyable. J'ai des clients qui m'ont appelé pour me remercier. Ça ne m'est pas arrivé depuis 4-5 ans. C'est ça que je veux faire. J'ai trouvé ce que je voulais faire plus tard. Moi, j'ai eu très peur pendant un moment de me dire si je dis que j'ai plus d'équipe, j'aurai plus de clients. Les gens viendront plus me voir. Et en fait, c'est complètement faux. Mais c'était un truc où je m'étais fait un sketch dans ma tête de me dire je peux pas perdre mon statut de vraie boîte. Là, on va me prendre pour un solopreneur, freelance, je vais perdre ma crédibilité marché. En fait, non, pas du tout, mais pas du tout. Et c'est presque le contraire. Enfin, alors, je ne pense pas que ce soit lié. Mais en tout cas, ça va à l'inverse de cette croyance-là. C'est que j'ai des projets de plus en plus gros, avec des boîtes de plus en plus grosses. Et maintenant, les gens sont au courant. Enfin, ils sont au courant ou pas au courant. Mais en tout cas, comme j'ai dit, j'estime que tout le monde est au courant. En tout cas, ça n'a pas été un frein pour eux. Mes concurrents ne peuvent pas avoir accès aux détails de mon brevet pendant un certain temps. Et ça me protège. Parce que je peux te dire que depuis que j'ai dit que j'avais réussi à régénérer un cheveu, le nombre de messages que je reçois de gens très très curieux et même de concurrents qui me demandent « Bonjour, est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait pour faire tel test ou pour quel test vous avez fait pour aller prouver qu'on pouvait régénérer un cheveu ?» Tout ça, ça fait partie de ma PI, ça fait partie de l'ingénierie que j'ai payée et que j'ai dû aller chercher et développer. Et donc j'ai un temps d'avance sur les concurrents qui n'est pas trop dans notre industrie.